Et nous allons passer à un autre moment de cette rencontre, moment d'expression des partenaires sociaux. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer parce qu'il y a toute une chorégraphie particulière en raison, encore une fois, de nos contraintes sanitaires. Nous allons avoir d'abord 4 organisations syndicales et patronales, puis ensuite 3 autres organisations patronales et syndicales, car nous ne pouvons pas être plus de 5 ici. Donc on a bien organisé tout ça. Nous avons trouvé une règle de justice sociale pour ce passage, qui est une règle qui est jolie, c'est la priorité alphabétique. Nous avons pris les organisations par leur nom et elles vont pouvoir intervenir selon la première lettre ou la deuxième lettre de leur nom. Donc j'appelle pour ce premier moment, pour la CFDT, Jocelyne Cabanal, qui est secrétaire nationale de la Confédération. Pour la CFE-CGC, vous pouvez vérifier que CFDT, c'est bien juste devant CFE-CGC. Gérard Mardinet, qui lui est secrétaire national de cette organisation syndicale. Et pour la CPME, Philippe Calmette, qui représente la CPME. Et également pour la CFTC, comme ça dans cette première rencontre, nous serons bien 4, avec Christine Le Serre, qui est première secrétaire générale adjointe. Alors, la mission est très compliquée, c'est on en a parlé, chacun que 3 minutes. On a même dit oui, si vous pouvez 3 mots, ce sera 3 mots. S'ils en font 1 ou 5, il n'y aura pas de pénalité. Mais l'idée, c'est au regard de tout ce que vous avez entendu, puis au regard de l'identité de vos organisations, des constats que vous faites sur la situation et de ce que peut être, de votre point de vue, une amélioration substantielle nécessaire du système, que dire. Voilà. Alors, je propose que nous fassions par règle alphabétique, d'abord avec la CFDT, Jocelyne Cabanal. Merci beaucoup. Le premier mot que j'ai retenu de tous les échanges, c'est bien sûr celui de la solidarité. Une solidarité qui a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui, mais une solidarité aussi qu'il faut en permanence re-questionner, parce que les dispositifs qu'on met en œuvre pour la concrétiser, eh bien ces dispositifs-là ne sont pas parfaits. On a parlé des gens qui étaient laissés au bord du chemin. On a parlé de toutes les évolutions de la société qui font qu'en permanence, il faut se re-questionner sur la réalité de cette solidarité. Le deuxième mot aussi, c'est celui des défis. Le défi de prendre en charge les grands changements qui sont devant nous, le vieillissement, bien sûr, mais aussi le risque sanitaire, le risque environnemental, qui sont désormais des risques qu'il va falloir anticiper et prendre en compte. Et dans ces risques-là, moi, je retiens aussi ce que disait Bruno Palier, c'est cette question de la transformation du travail et du coup du lien qu'on doit construire dans la protection sociale de demain pour toutes les personnes, finalement, pour lesquelles le travail a changé. Un mot que je voudrais rajouter aussi, c'est celui de démocratie et de la place du citoyen. Marianne Monchamp en parlait en disant à quel point le consentement au financement, par exemple, devait être basé sur la compréhension du système, l'impression d'en être acteur et responsable. Mais dans démocratie, je mets aussi démocratie sociale, démocratie politique, et j'aimerais souligner les difficultés qu'on peut avoir à articuler ces 3 formes de démocratie, démocratie participative, démocratie sociale, démocratie politique, avec toutes les tensions qu'on peut vivre aujourd'hui sur la gouvernance de la sécurité sociale. Et il nous semble que l'autonomie de la sécurité sociale passe par une rénovation forte de sa gouvernance en gardant les principes qui ont permis justement sa construction et sa pérennité. Encore un mot, humanité. Et ça a été abordé à plusieurs reprises dans les tables rondes précédentes, c'est que cette sécurité sociale, cette solidarité, elle s'adresse bien sûr aux personnes, et donc il faut bien sûr personnaliser maintenant les droits et les services d'accompagnement, mais aussi humanité, parce que ces services, ils sont rendus par des femmes et des hommes, beaucoup de femmes d'ailleurs, et qu'il faut les prendre en compte, les reconnaître et revaloriser bon nombre des métiers qui permettent à notre sécurité sociale de s'effectuer. Et le dernier mot, je dirais, c'est engagement. Engagement des acteurs. On attend un engagement très fort des politiques sur les défis dont j'ai parlé précédemment. Un engagement, bien sûr, pour permettre la pérennité de la sécurité sociale et la réponse aux enjeux. Donc, un engagement sur la hauteur du financement qui est indispensable de mettre en œuvre si on veut arriver à prendre en charge, par exemple, la question du vieillissement, mais un engagement à respecter les principes fondateurs de la sécurité sociale. Et cet engagement-là, il me semble qu'il faut le porter par l'ensemble des acteurs,
en tant que partenaire social, la CFDT est prête à s'y engager. Formidable. Alors, vous avez fait plus de 3 mots, mais en 3 minutes. Donc, je ne sais pas ce qui est le plus important dans le cahier des charges. Et parmi ces mots, vous avez mis en avant la question de la démocratie, avec des épithètes que l'on pourrait ajouter aussi, la démocratie locale ou la démocratie sanitaire, ce qui retentit bien sur le titre de notre rencontre, sur la sécurité sociale au cœur de la République. On pourrait aussi l'indiquer, la sécurité sociale, sinon au cœur de la démocratie, en tout cas en bonne place dans la démocratie. Bon, je prends du temps, excusez-moi, mais pour passer la parole maintenant à la CFE-CGC, avec Gérard Mardinet. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Le premier mot, c'est bon anniversaire, parce que Ça fait 2 mots, ça. La Non, je rigole. CFE-CGC est très attachée à la sécurité sociale et à la pérennité de son modèle, bâti sur le principe de solidarité étendue, qui a toujours tout son sens 75 ans après sa création. La sécurité sociale, on le sait, est un pilier essentiel tant dans le domaine de la retraite que de la famille. Elle a aussi contribué au développement d'un système de santé performant qu'on peut caractériser quand même par l'espérance de vie à la naissance en France, qui est quand même une des meilleures au monde. Donc c'est quand même un signe de la performance de notre système de santé soutenu par la sécurité sociale. Et je pense qu'avoir une population en bonne santé doit rester un objectif politique fort pour préserver une bonne qualité de vie à nos concitoyens, mais aussi, et c'est lié, assurer une économie en bonne santé. Tout est lié et la sécurité sociale est là pour accompagner cet objectif. Joyeux anniversaire. Alors le deuxième point, il a été souhaité de se projeter un peu dans la suite du XXIe siècle. Et donc, au-delà du soutien, bien sûr, qu'on apporte à la création de la branche autonomie, pour peu que son financement vienne quand même pas trop empiéter sur celui des autres branches, ce qui ne serait pas un signe très positif, la problématique à laquelle nous sommes très attachés, c'est celle d'un système de santé performant dans la durée. Et nous avons d'ailleurs publié, pour accompagner les réflexions du Ségur de la Santé, un autre document propre qui s'appelle le Rocher de la Santé, vu que la CFE-CGC est domiciliée rue du Rocher. Ce qu'on peut dire, c'est que tant à l'hôpital que dans l'ensemble du système de santé, si des améliorations d'organisation et de coordination des parcours de soins sont nécessaires, il y a quand même un problème de moyens qui est assez criant à la lumière de la crise du Covid-19 et qui serait irresponsable de nier. Aujourd'hui, ça se traduit par le fait qu'on ne sait pas soigner les patients Covid sans différer des soins sur des pathologies importantes, et puis la situation de fatigue, voire de désespérance d'un certain nombre de soignants. Donc je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, et c'est une de leurs demandes, de mieux associer tous les professionnels de santé aux réflexions sur l'avenir de notre système de santé, son organisation et les conditions d'exercice de leur métier. Leur implication doit être mieux reconnue. Le Ségur de la Santé a fait un pas, et la sécurité sociale doit avoir les moyens d'accompagner cette mutation, car si la santé n'a pas de prix, elle a un coût que notre pays doit consentir à financer. Et le dernier point, c'est tout ce qui concerne la situation financière de la sécurité sociale, qui a déjà été largement évoquée ce matin. Et la crise actuelle conduit à diminuer fortement les recettes de notre système de sécurité sociale. Et bien sûr, quelques branches ont fait l'objet de dépenses supplémentaires. Et cette situation de déficit sans précédent en 2020, c'est le terme qu'a employé la Cour des comptes, résulte essentiellement d'une action volontariste du gouvernement qui était légitime de protéger la population en appliquant des mesures de confinement et de restriction d'activité qui sont encore en vigueur pour certains pans économiques. Donc il s'agit donc d'une crise aux causes exogènes, contrairement à la crise, à de nombreuses crises précédentes, et en tout état de cause exogène à notre système de sécurité sociale. Il convient de ne pas pénaliser son avenir en lestant la sécurité sociale d'une dette supplémentaire très importante. Même si son remboursement s'étalait sur une période longue, certains évoquent 20 ou 30 ans, la probabilité de survenance d'une autre crise comparable dans les 20 ou 30 ans qui viennent, elle est quasiment de 100%. Ce qui invalide pour nous un scénario du seul recours à l'endettement. Et la CFE-CGC donc défend, conformément aux propositions d'un nombre croissant d'économistes et d'acteurs politiques, face à cette situation inédite et exceptionnelle, que cette dette soit cantonnée dans un emprunt auprès de la Banque centrale européenne, dont la vocation est de ne pas être remboursée, la dette étant alors annulée par la BCE. Une telle pratique qui nécessiterait de revisiter
Un traité européen, certes, ne léserait aucun acteur vu que le passif des banques centrales n'est exigible par personne et que la situation exceptionnelle que nous vivons, doit amener à des solutions exceptionnelles. Voilà. Merci beaucoup. Toujours dans les 3 minutes et quelques, c'est parfait. Je passe la parole toujours dans l'ordre alphabétique, qui est aussi un ordre de priorité de justice sociale. Ce matin, quelqu'un citait Kant. Très bien. Donc on peut aussi citer John Rawls, un autre grand penseur de la philosophie politique et de la justice sociale, qui parlait, lui, c'est plus joli, plus chic, de priorité lexicographique. C'est plus joli, mais c'est la même chose. C'est l'ordre alphabétique. Donc maintenant, la CPME avec Philippe Calmette. Bien, 3 mots tout de suite. Ensuite, je m'efforcerai de respecter les 3 minutes. Vous y arriverez. Les 3 mots, c'est autonomie, droit commun et courage. Alors, un moment comme celui que nous vivons aujourd'hui, qui est un moment de célébration et d'anniversaire, c'est l'occasion de lever le nez du guidon, de rappeler les valeurs et les principes. Ça a été largement fait ce matin, mais c'est aussi évidemment, et c'est le principal intérêt, l'occasion de se projeter dans l'avenir. L'avenir immédiat, pour ce qui concerne la protection sociale dans notre pays, c'est le projet, l'ambition de création d'une 5e branche autonomie. L'autonomie, définissons-la. Qu'est-ce que c'est? L'autonomie, c'est un des moyens de la citoyenneté. Et c'est une des garanties du maintien dans les droits communs. Et donc, quand on définit l'autonomie comme cela, on n'en fait pas une définition populationnelle. On ne dit pas l'autonomie, ça doit concerner les personnes âgées ou les personnes handicapées exclusivement. On en fait une définition qui est celle d'une situation de perte d'autonomie. Et donc, la future branche autonomie, elle doit garantir ce risque de perte d'autonomie qui peut frapper tout un ensemble de populations et pas exclusivement les personnes âgées et les personnes handicapées. Le droit commun pour les personnes âgées, Marianne Monchamp le rappelait tout à l'heure, c'est le maintien dans le logement. Le droit commun et l'autonomie pour un enfant handicapé, c'est le droit d'accéder à l'école ordinaire. Or, aujourd'hui, quand on regarde le bilan des politiques, non pas de protection sociale, mais d'aide sociale, qui prévalent à l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées, ce qui caractérise l'état des lieux, c'est la relativité des droits. Ce sont les inégalités de traitement suivant les territoires. C'est l'éparpillement des financements et c'est la dispersion des gouvernances et des pilotages et des régulations. Donc, il est nécessaire, au moment où on réfléchit sur les conditions et les contenus de création d'une 5e branche, de considérer que nous aurons une vraie 5e branche si la construction que nous nous préparons à faire respecte les principes qui ont été rappelés ce matin, qui étaient ceux de Pierre Laroque, les principes d'universalité, les principes d'égalité de traitement, les principes d'unité de gestion et les principes de financement par la solidarité nationale. Et nous serons en mesure, une fois que cette réforme sera faite, de la juger, de l'apprécier à travers le respect ou non de ces principes-là. Si les solutions retenues respectent ces principes-là, nous aurons réussi, sinon ce sera un échec. Un moment comme le nôtre, c'est aussi peut-être le moment de se poser certaines questions sur l'adéquation entre la nature des financements et la nature des prestations. Je crois que c'est Benjamin Ferras ce matin qui rappelait qu'au fil des ans, notre système était devenu hybride du point de vue de ses financements. Est-ce qu'il ne faut pas se reposer des questions essentielles? L'adéquation de la nature des financements avec la nature des prestations. Est-il, par exemple, mais on pourrait en prendre d'autres, est-il normal, naturel que la branche famille, les prestations familiales soient financées par l'entreprise? Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'elles soient financées par la solidarité nationale?
Alors, il est commun dans notre pays de dire que la France ne sait se réformer qu'en période de crise. Eh bien, ça y est, nous sommes en période de crise. Donc, gageons que les responsables politiques, les acteurs sociaux que nous sommes, sauront réformer notre système, sauront mettre en place une 5e branche autonomie digne de ce nom, et gageons que nous aurons collectivement le courage de le faire. Merci pour ce pari collectif. En un petit peu plus de 3 minutes, pardon d'être le gardien du temps ainsi, je passe la parole à la CFTC, Christine Lecerf. Merci. Donc, 3 mots pour commencer, puisque c'est l'exercice, je dirais sa force. Un deuxième mot qui me vient, c'est l'intergénérationnel. Et puis le 3e mot, c'est rester ambitieux. Déjà, souhaiter l'anniversaire de la Sécu dans cette période, c'est aussi montrer qu'elle a prouvé sa capacité à agir et que son réseau, ses agents, ils ont été incroyablement présents. Alors, je ne sais pas si c'était les premiers de cordée ou les deuxièmes de cordée, mais moi, je souhaite à eux aussi leur fêter un très bel anniversaire parce que c'est une institution et ce sont surtout des hommes et des femmes qui travaillent. La Sécu, bien sûr, elle a démontré sa force sur toute la période en se montrant adaptable, en créant des nouveaux droits, en mettant vraiment à l'œuvre un plan de sauvetage dans un temps extraordinairement court. Et ça prouve combien c'est une institution moderne. C'est une institution moderne qui est même dans le nouveau monde. Et à la CFTC, on est fiers de ça. En 1945, quand la France était à genoux, il y avait d'argent nulle part. Et pourtant, on a créé la sécurité sociale, qui était un instrument extraordinairement protecteur, qui allie le collectif, c'est-à-dire du bien commun, et puis de l'utile à chacun. Et ça permet de fabriquer l'intergénérationnalité. Et ça, c'est un mot important, parce qu'aujourd'hui, on a une dette énorme qui va peser sur les générations à venir, les jeunes générations à venir. Et aussi, il faut continuer à être ambitieux pour agir, parce que la sécurité sociale est mortelle, tout comme la République est mortelle, la démocratie est mortelle. Et pour perdurer, nous aurons besoin de cette intergénérationnalité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que la Sécu ne sert pas à grand-chose, qu'ils n'auront jamais de retraite, qu'ils seront toujours au bord du chemin, et donc il faut regagner leur confiance. Retrouver le sens fondamental de la sécurité sociale. Et c'est la question de notre anniversaire aujourd'hui, c'est-à-dire retrouver l'idée que c'était contribuer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Et le risque, à un moment donné, c'est qu'une génération qui va arriver au pouvoir pourra estimer que la Sécu n'a pas fait son job et l'invalidera. Et pour cela, je pense que la sécurité sociale doit continuer à être cet outil dynamique qui fait progresser les droits. Après le RMI, le RSA, l'accès aux soins pour tous, il faut poursuivre ce travail, notamment sur la jeune génération, en améliorant les droits et en regardant aussi les nouvelles formes d'insécurité au travail, dans la vie. Il faut également, bien sûr, investir sur l'injustice climatique. Il faut s'attaquer sans cesse aux inégalités, c'est-à-dire adapter notre modèle en regardant les non-recours aux droits, les restes à charge, et puis également la portabilité des droits, qui sera un sujet quand on voit les faillites des entreprises qui s'annoncent en 2021. On a aussi des évolutions qui sont attendues, qui sont la territorialisation croissante de la santé, et puis des nouvelles coopérations peut-être avec les élus, les services d'aide sociale, les citoyens, les usagers qui doivent rentrer vraiment dans la compréhension et dans ces nouvelles dynamiques qu'on attend. Moi, je pense que la digitalisation, la Sécu a déjà pris la marche dans son service aux assurés qu'elle fournit depuis maintenant assez longtemps, et puis par la télémédecine, et là, le pas est franchi, et c'est une bonne chose. On aura à l'avenir des services de plus en plus personnalisés, c'est le sens vraiment de la demande des usagers, des malades et des patients, et c'est la notion de parcours de soins qui est fondamentale. Elle s'applique aujourd'hui au curatif. À la CFTC, on pense qu'il faut qu'elle s'étende à la prévention
parce qu'il s'agira d'adapter finalement la situation vécue par chacun. Enfin, la dernière évolution que je salue, parce que c'est le 75e anniversaire, c'est la création de la 5e branche autonomie. Nous, on ne voudrait pas que ce soit un projet sous-dimensionné. L'enjeu, c'est vraiment d'améliorer la vie des personnes dépendantes, en les maintenant en domicile, parce qu'on le sait, c'est le vœu le plus cher de nos aînés. Il s'agit là d'être innovant, en s'inspirant de projets qui permettent de vieillir sans être séparés du reste de la société. C'est ô combien important après cette période de Covid, avec des environnements adaptés, avec des services humains. Et là, je vais dire encore 3 mots. Humain, ça va être compliqué. Ah oui, vous pouvez dire 3 mots pour conclure. Oui. Humain, éthique et care. Et que l'aidant aussi soit reconnu dans ses fonctions. Enfin, juste un mot de conclusion. Le Covid, il nous signale, et c'est la première fois dans l'histoire de la sécurité sociale, la notion d'une catastrophe improbable, qui nous coûte un argent et un coût extraordinairement élevé. Et jusqu'ici, on disait que ce virus, il allait venir tous les 100 ans, mais est-ce que la Sécu pourra s'endetter encore demain à une telle hauteur? Donc c'est aussi une vraie question de prospective à mener sur ce type de risque. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Moi, j'ai un mot à prononcer, c'est excuse, mes excuses, parce qu'évidemment, ça fait un peu un entretien mitraillette. Hein. Donc, je vous remercie, moi, en applaudissant, parce que comme c'est avec un micro, ça s'entend partout. Comme ça, c'est parfait. Enfin, j'espère que ça s'entend partout. Je propose que nous transmutions, puisque nous allons accueillir 3 nouvelles organisations que je cite dans l'ordre alphabétique. Force ouvrière avec son secrétaire général de la Fédération des employés et des cadres, Serge Legagnois. Nous aurons Philippe Froment pour l'UNSA, qui représente donc l'UNSA ici, Pierre Burban, qui est secrétaire national de l'UDP. Le temps que nos 3 nouveaux partenaires sociaux s'assiedent, je vous précise que nous aurons immédiatement après cette prise de parole courte de 3 minutes multipliée par 3, la conclusion du Premier ministre. Je vous précise aussi que ce sujet de l'expression des partenaires sociaux est évidemment un sujet majeur vu avec des partenaires sociaux qui nous ont rejoints ici, complétant l'expression des présidents des caisses nationales tout à l'heure. Et ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que toutes les organisations représentatives avaient été invitées, aucune n'a refusé, mais il s'est avéré que pour des raisons de calendrier et également d'événements personnels, il n'a pas été possible à tout le monde d'être présent. Voilà, ceci pour meubler, je passe la parole immédiatement à Serge Legagnois pour Force ouvrière. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors je ne suis plus secrétaire général de la Fédération des employés cadres, mais secrétaire confédéral en charge du secteur protection sociale collective à la Confédération. Puisque le jeu, c'est d'évoquer 3 mots, j'évoquerai les 3 mots de égalité, solidarité, que je mettrai d'ailleurs en opposition avec le mot charité. Ça a été rappelé, mais je tiens à insister là-dessus, puisque nous avons, en ce qui concerne mon organisation, une responsabilité historique sur la création de la sécurité sociale. Et tout le monde aujourd'hui salue cet excellent outil social. Faut-il rappeler évidemment que c'est la plus belle conquête sociale que nous avons eue dans notre pays, mais les choses ne sont pas faites aussi facilement que les uns et les autres ont pu l'évoquer. Ça s'est fait souvent à la fois dans la douleur, et c'est le résultat d'une longue conquête sociale. Cela protège tout le monde des aléas de la vie, le fait de ne plus avoir peur du lendemain. Et dès que sa création, faut-il encore le rappeler, la sécurité sociale a été critiquée et vilipendée. Et c'est encore le cas aujourd'hui, même si, en raison de la crise, ces critiques ont été mises entre parenthèses, et on entend toujours les mêmes arguments qu'aujourd'hui, charges pesant sur le coût du travail, gaspillage financier, inefficacité de gestion. Encore une fois, je le disais, la crise met entre parenthèses ces critiques, c'est plutôt une bonne chose, et tout le monde se rend compte que la sécurité sociale est indispensable à notre société avancée. A été évoqué le terme d'étatisation. Nous considérons effectivement que le rôle de l'État a été accru dès le décret Jeannet de 1967, mais sans remonter jusque-là, il y a eu, je vous remercie, la création des lois de finances de la Sécu au travers des ordonnances 96 après le plan Juppé, l'intégration du poids de l'État, et ça a modifié grandement l'articulation du financement de la sécurité sociale au travers d'une forme de mainmise. Faut-il encore rappeler que jusqu'à récemment, au travers des lois de finances de la sécurité sociale a été équilibrée très récemment, a commencé donc à donner des excédents,
Et ces excédents se sont affichés au chiffre 0 parce qu'ils servaient à alimenter le budget de l'État. Donc, en ce qui nous concerne, cela correspond à une perversité du système et nous souhaitons que les choses soient revues de façon plus équilibrée. Un mot sur les enjeux précis. Nous considérons que la question de l'autonomie du médicament est extrêmement importante, que la question de la gestion des données de santé et la confidentialité est importante. Martin Hirsch a évoqué la notion de prévention. Effectivement, il faut sortir dans notre pays une politique pure de réparation pour développer la prévention. Mais au-delà de cela, sur le fond, l'important, c'est la question du financement et des ressources. Et au travers de l'actualité de la création de la 5e branche ou du 5e risque sur l'autonomie, c'est un vrai débat qu'on doit avoir sur cette question-là des ressources, parce que Marianne Manchon l'évoquait tout à l'heure, elle a évoqué notamment le chiffre de 28 milliards. Il n'y a pas de ressources nouvelles, et ça nécessite que l'on se pose la question des ressources nouvelles pour notamment à la fois garantir le financement de cette nouvelle branche, mais aussi garantir plus globalement l'avenir de notre sécurité sociale. Je crois que c'est Martin Hirsch aussi qui l'évoquait. Nous souhaitons, nous, que l'on puisse redéfinir l'articulation entre le régime général et les régimes complémentaires. Aujourd'hui, à travers la diminution du périmètre d'intervention de la sécurité sociale, la nature ayant horreur du vide, le périmètre d'intervention des complémentaires santé ont été augmentés, et là, on n'est plus dans le cadre d'une complémentaire classique, mais quasiment presque d'une substitution au rôle du régime général. Et quand je dis ça, je ne critique pas le rôle des complémentaires, bien au contraire, parce qu'elles doivent continuer à avoir un rôle de complémentaire pur et dur, tel que ça a été voulu lors de leur création. C'est un impact important pour les assurés sociaux, les adhérents des complémentaires santé, en matière de reste à vivre. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés relatives à cela. Et enfin, puisqu'on a parlé beaucoup de démocratie, et que les choses avancent par petits bouts, sans réellement avoir un vrai débat, nous revendiquons, pour avancer démocratiquement, que nous puissions avoir un réel débat sur la place, le rôle et le financement de la protection sociale sur la base des valeurs fondatrices de la sécurité sociale dans notre pays. Et je terminerai en citant une phrase. Cette phrase, elle a été évoquée par Marc Blondel, ancien secrétaire général de la Confédération EFO, lors de son audition concernant le célèbre plan Juppé en 1995, et je crois qu'elle est toujours d'actualité. Toute démarche conduisant à conjuguer fiscalisation, régime universel et allègement du coût du travail conduit inéluctablement à niveler vers le bas la couverture sociale, à accroître les inégalités, à paupériser les structures collectives de solidarité et à laisser se développer les marchés privés de la santé et de la retraite. Donc je souhaitais rappeler ces éléments qui sont, je le dis encore une fois, extrêmement d'actualité. Juste sur la dette sociale, un mot quand même. Avec Tout le dernier transfert, mot alors. un mot sur la dette sociale, sur le transfert donc, de la dette sociale à la CADES, qui s'est fait sans réel débat. C'est une décision politique. Elle est de nature justement à ne pas garantir le financement de la sécurité sociale, à limiter les possibilités d'action aussi sur la création de la nouvelle branche, puisque les ressources afférentes à la CADES mourant, si je puis dire, de sa belle mort, cela aurait pu permettre d'avoir une base de discussion pour alimenter de façon concrète, pérenne, la gestion de ce 5e risque. Et vraiment pour terminer, je vais me tourner vers les jeunes pour leur indiquer simplement préserver leur sécurité sociale, notre sécurité sociale, parce que c'est aussi préserver la République sociale. Merci. Merci à vous. Philippe Froment, alors pour l'UNSA. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, tout d'abord, moi, je voudrais remercier les organisateurs de cette matinée de permettre à l'UNSA de s'exprimer dans cette table ronde. Plus que 3 mots, moi, je voudrais mettre en exergue 3 défis. Mais pas plus de 3 minutes. Hein. Non, bien sûr. On va essayer. 3 défis qui, parmi d'autres, mais en tout cas qui nous semblent essentiels, c'est le défi du financement de la protection sociale. Le deuxième défi, c'est celui de l'organisation du système de santé publique. Et enfin, le troisième défi qui est de mettre en place une nouvelle approche par rapport aux crises pandémiques, à celles que nous vivons et à celles, malheureusement, que nous risquons de vivre. Alors, moi, je reviendrai un tout petit peu en arrière. Il y a à peine 2 ans, le contexte, c'était des comptes annuels de la sécurité sociale presque à l'équilibre,
une quasi-extinction de la dette sociale à un horizon proche, et puis une orientation de la contribution que je vais appeler CADES vers le risque dépendance, qui semblait pouvoir se mettre en place. Pour autant, est-ce que tout allait aussi bien dans le meilleur des mondes que cela? Bien sûr, je n'ai pas le temps de développer, mais vous savez que non, et à l'UNSA, nous savons que, par exemple, le personnel du système hospitalier ou qui œuvrent pour la prise en charge de la dépendance, pour eux, tout n'allait pas bien dans le meilleur des mondes. Et puis, les décisions gouvernementales qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes ont commencé à renverser cette tendance. Et évidemment, la crise sanitaire et économique que nous vivons en ce moment a amplifié de façon considérable et avec une intensité jamais observée, eh bien, ce renversement de tendance. Alors bien sûr, il a fallu mettre en place, et nous le savons, de nouvelles protections, comme les indemnités journalières pour les gardes d'enfants, les aides aux professionnels de santé ou des exonérations de cotisations syndicales pour les employeurs dans la difficulté. Ça s'accompagne de recettes en forte diminution et donc, Dominique Libault l'a rappelé tout à l'heure, une ampleur de déficit qui fait que nous avoisinons 45 milliards pour 2020 et des perspectives peut-être un petit peu moins élevées en valeur absolue, mais tout aussi difficiles à gérer pour l'avenir. Comme ça a été dit par certains de mes prédécesseurs, à l'UNSA, nous pensons qu'à situation exceptionnelle, il doit y avoir une réponse exceptionnelle et qu'il doit y avoir globalisation et prise en charge par l'État de la dette Covid, dont la dette sociale. Mais au-delà de ces considérations, nous pensons que cette crise doit nous pousser à repenser notre modèle de protection sociale, ne pas s'exonérer de faire face à de nouveaux besoins, tels que les besoins ressentis par des catégories de travailleurs indépendants, notamment ceux qui travaillent pour des plateformes numériques ou ceux qui sont dans la microtâche, la mise en place de la cinquième branche pour la prise en charge de la perte d'autonomie, et puis, ça a été dit également, une meilleure prise en charge d'une précarité grandissante, que ce soit pour les travailleurs que pour les non-travailleurs. Alors, premier défi, question de son financement. Oula. Il y en a d'autres des défis alors à venir là. Non, je reviens ah oui. à mon introduction. Le financement doit être juste, équitable et équilibré. Et nous pensons à l'UNSA que toutes les formes de travail doivent participer au financement pour que tout statut de travailleur puisse avoir des droits à la protection sociale. Et à cet égard, nous pensons que le Haut Conseil au financement de la protection sociale est un lieu de réflexion approprié et pertinent pour qu'on s'attelle à cette réflexion. Deuxième défi, je l'ai annoncé tout à l'heure, la question de l'organisation du système de santé publique. Le Ségur de la santé est une première réponse par rapport aux besoins en moyens humains et financiers. Il doit en appeler d'autres. Nous pensons également que notre système de santé publique doit mieux anticiper et mieux se protéger contre divers risques, par exemple la résistance antimicrobienne, ou d'autres risques connus à ce jour ou qui restent à découvrir. Et en matière de prévention, nous insistons pour que les systèmes de PMI, de santé scolaire universitaire ou de médecine du travail soient davantage dotés qu'ils ne le sont actuellement. Il y a aussi la question de la prise en charge du réchauffement climatique. Pardon d'intervenir, mais il faudrait un dernier défi. Alors le dernier défi... Celui-ci est colossal, j'en conviens. C'est celui qui consiste à mettre en place une nouvelle approche pour prévenir les prochaines pandémies. La crise Covid a illustré l'accélération du phénomène des zoonoses. Et donc nous pensons qu'il est indispensable et urgent d'organiser une réflexion et une recherche interdisciplinaire qui associe les experts de la santé humaine, animale et environnementale. En conclusion, encore plus qu'hier, nos générations ont une responsabilité énorme pour que le jour d'après ne ressemble pas au jour d'avant. Et donc, sans une réflexion systémique et globale, nous risquons de voir se répéter des crises pandémiques que notre société ne serait plus en capacité de surmonter. À l'UNSA, nous sommes prêts à participer activement
à toute initiative visant à renouveler notre approche de la protection sociale et de la santé publique. Je vous remercie. Merci Philippe Froment, mes excuses encore à chacun d'entre vous, hein. Mais c'est la loi du genre là. Je passe la parole à Pierre Burban pour l'U2P. Merci. Alors, compte tenu des délais, moi je vais focaliser mon intervention sur la situation actuelle et donc le Covid, puisque malheureusement ce 75e anniversaire se situe dans une période sanitaire que nous connaissons. Alors moi je voudrais insister sur le fait que notre sécurité sociale, et c'est très bien, repose pour l'essentiel sur la répartition, et ça veut dire que les prestations elles sont financées par les ressources annuelles que l'on peut collecter. Et moi, je voudrais insister sur la nécessité des équilibres financiers. Dominique Lebeau l'a déjà fait ce matin, mais je crois que c'est particulièrement important. Et il ne faut pas penser que l'emprunt va régler nos problèmes. J'ai des souvenirs, quand j'avais l'honneur de présider la COS, qu'il pouvait y avoir des tensions. Et je crois d'ailleurs que, alors je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, je ne veux pas dire que demain matin, il y a un risque que certaines retraites ne soient pas payées. Vous savez que c'est essentiel pour certains. Mais ce risque existe. Et donc, il ne faut pas le négliger. Or, les ressources de la sécurité sociale, elles reposent sur quoi? Alors, elles reposent sur le travail. Alors, on va dire, elles reposent aussi sur la CSG. Mais la CSG, on va dire, bon, d'abord pour l'essentiel, c'est le travail qui permet de faire une grosse partie de la CSG. Et par ailleurs, même sur le reste, ça repose sur l'activité. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de ressources, y compris d'ailleurs sur les revenus des capitaux. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis le mois de mars? Alors, ce que je dis, ça ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas très bien fait le travail depuis le 17 mars, et surtout, je pense à l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des salariés, l'activité partielle, etc. Mais là où il y a un bas qui a blessé, c'est que le 17 mars, on nous a annoncé, et je sais qu'en communication c'est très compliqué, mais le message principal, c'était « restez chez vous ». Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, beaucoup d'activités, alors en plus il y a eu des activités qui ont été appelées à rester ouvertes, elles l'ont été, mais beaucoup d'activités qui n'étaient pas appelées à fermer, je pense notamment au BTP en France, eh bien 80% de l'activité du BTP s'est effondrée. Ce qui n'a pas été le cas en Allemagne, hein, puisqu'en Allemagne, grosso modo, on a eu 40% de fermeture, mais pour des raisons très simples, parce que les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés. Et c'est là où je pense qu'il faut que nous... Alors ça rejoint d'ailleurs ce qui vient d'être dit, c'est là où il faut que nous tirions une leçon de cette période, c'est qu'il faut préparer, il faut faire de la prévention. Et ça, c'est indispensable. Et là où je suis un peu escagacé, c'est que en 2008-2009, ce travail avait été fait. Il y avait tout un plan gouvernemental pour justement prévenir ce type de problématique. Et pourquoi? Parce que le plan gouvernemental de 2009 et de début 2009 prévoyait, en cas de risque de pandémie due au H1N1, qu'il y ait la continuité des activités. Parce que tout notre système ne repose que là-dessus. Parce que le confinement, c'est bien, il fallait sans doute le faire. Mais qui dit confinement, on va peut-être demain matin, on va, j'allais dire, mourir en bonne santé. Et donc, c'est cela qu'il faut qu'on travaille pour l'avenir. Parce qu'on a un peu perdu de vue, parce qu'en fait, quand on regarde dans le passé, alors moi je me suis amusé hier soir à regarder tout ce qui avait fait en 2009, tout ce qui a été fait aujourd'hui, pour l'accompagnement des activités des entreprises, c'est la même chose. Par contre, ce qui n'a pas été fait, c'est en amont, c'est-à-dire comment créer les conditions pour que l'activité se poursuive. Et j'insiste d'autant plus là-dessus que nous, on a eu des activités dans l'alimentation qui ont été autorisées, non seulement autorisées à rester ouvertes, mais qu'il fallait rester, il fallait mieux qu'elles restent ouvertes parce qu'il fallait bien nourrir la population. Eh bien, souvent, ils étaient totalement esselés face aux mesures qu'ils pouvaient prendre pour justement faire face à l'épidémie. Donc, moi, si j'ai un message à passer aujourd'hui, et franchement, notre protection sociale, notre sécurité sociale auquel nous tenons et auquel l'U2P est très attaché, mais cette sécurité sociale, oui, elle joue un rôle d'amortisseur social évident. La crise vient encore de le confirmer. Mais pour autant,
Si on veut, eh bien, il y aura toujours un carburant pour l'alimenter, et c'est seule l'activité qui peut le faire. Donc, dès à présent, il faut préparer l'avenir et justement faire en sorte, comme on a su le faire dans d'autres secteurs, je pense notamment aux AT-MP, puisque c'est une branche de la sécurité sociale, eh bien, il faut créer les conditions justement pour assurer cette prévention. Merci beaucoup. Encore une fois, toutes mes excuses ou toutes nos excuses pour cette organisation qui est de compétition, qui fonctionne très bien, mais qui nous invitait à fonctionner par mitraillette. Je vous propose que nous quittions ce plateau, car nous accueillons maintenant le Premier ministre, Jean Castex, pour une conclusion, et je lui cède donc la parole.